Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce café de l'INO dédié au droit à l'erreur. On va être ensemble pendant 45 minutes, à peu près jusqu'à 10 heures, donc n'hésitez pas à lever la petite main parce qu'il y a beaucoup de personnes à distance pour participer et à poser vos questions dans le chat. Donc je peux me présenter, je suis Théo Tim, apprenti en gestion de projet chez Italine, et je vais laisser mes collègues qui vont intervenir se présenter. Pardon. Sophia Martinez, chargée de projet design au sein du Lab. Et Simon Cario, designer au sein du Lab. Est-ce que vous nous entendez bien déjà avant de commencer? Quelqu'un peut... Ah, Julien qui écrit. Ouais, impeccable. Super. Salut Grégory. Merci. On peut commencer. Merci beaucoup déjà d'avoir pris du temps pour nous rejoindre. Donc, on va pouvoir introduire, déjà peut-être pour les raisons pour lesquelles on a voulu faire un café dino dédié au droit à l'erreur, Sophia. Oui, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on va, en général, on présente des projets, on a tendance évidemment à présenter les beaux projets qu'on a, tout ce qui se passe bien, un peu nos réussites. Et en fait, on s'est dit qu'en vrai, on parle beaucoup des droits à l'erreur, mais on ne le présente jamais. Et c'est avec les choses qui vont moins bien et les petites erreurs qu'on commet tout au long des projets, c'est là où on apprend le plus. Et du coup, on a voulu illustrer ce droit à l'erreur avec nos propres exemples et en ouvrant les débats avec vous. On va vous présenter trois projets rapidement, mais le plus intéressant pour nous, c'est aussi ouvrir la discussion et voir ce que vos erreurs à vous aussi. Donc il y a Jeanne que vous ne voyez pas en bac qui va partager après. On a créé un numéro et le but, ça sera de prendre des petites notes et capitaliser un peu sur tout ce qu'on s'est dit. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long sur le chat et après on ouvrira un peu le débat à la fin de la présentation. Comme on dit, c'est 3 projets rapides. Donc voilà. Non. C'est clair. Peut-être pour introduire sur le sujet, le droit à l'erreur, on sait que c'est pas la même chose que le droit à l'échec. Simon, Sophia. Moi j'ai parlé déjà. Que justement, oui, on se disait ça en préparant ce café dino la semaine dernière. C'est de se dire le droit à l'erreur dans l'administration est souvent compliqué à intégrer et de se permettre de dire on commence un projet et potentiellement on va être confronté à des erreurs ou à des difficultés dans nos projets de mise en place. Et le droit à l'échec est un mot beaucoup plus fort et de se dire que on peut mettre un projet entier et que ce projet-là complètement peut ne pas marcher. Et ça, c'est d'autant plus dur à être assimilé au niveau de nos hiérarchies à l'heure actuelle dans les administrations. Sur le fait de pouvoir sortir du cadre qui permet d'apprendre. Oui, ça, c'est basique à l'expérimentation et un peu, je pense qu'à tout ce qu'on fait, on teste, on expérimente et pour expérimenter, il faut juste sortir du cadre et accepter qu'il y aura des choses qui vont pas fonctionner et d'autres qui, oui. Et c'est pour ça qu'on expérimente, quoi. On doit rentrer dans une démarche un peu itérative et dont l'erreur en fait fait partie on fait partie, quoi. Et puis après c'est l'essence même d'un lab, création d'un lab, d'essayer de faire la pédagogie autour de ce droit à l'erreur et puis un droit à l'erreur qui pour moi est similaire au droit à l'expérimentation, mais voilà, pour en tout cas essayer de comprendre que dans le monde administratif on applique un cadre réglementaire, mais ne serait-ce que dans ce cadre réglementaire, on a le droit de faire des essais, on a le droit le gouvernement systématise aussi
l'erreur de l'administration, silence vaut acceptation, le droit à l'erreur côté usager, donc c'est vraiment dans l'air du temps. Après, dans l'essence même d'un laboratoire d'innovation, effectivement, les laboratoires d'innovation, à la base, sont inspirés des laboratoires d'expérimentation des entreprises et de la pharmaceutique. Donc, il y a beaucoup d'erreurs dans ces laboratoires-là et il faut prendre cette essence-là aussi. On a Élise et Clara du TILAB qui nous parlent du droit à l'essai et à l'erreur. On sait qu'il y a un enjeu aujourd'hui de documenter et d'évaluer les erreurs, parce qu'en fait, souvent, elles sont temporaires et on a envie de vite réajuster. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus pour introduire, par exemple, sur des exemples. Je pense que c'est important d'être transparent dans nos démarches et dans ce qu'on documente et ce qu'on évalue. Et parce qu'effectivement, il y a des petites erreurs qui se font au fur et à mesure des projets, mais soit on les donne pas assez d'importance, soit on essaie un peu les mettre sous le tapis. Et justement, c'est la partie la plus intéressante d'un projet. Comme on disait, c'est là où on apprend le plus. Et c'est là, c'est grâce aux erreurs que on arrive, nous en tout cas, par rapport à l'expérience qu'on a, c'est grâce aux erreurs qu'on arrive à réajuster notre façon de fonctionner et à se re-questionner sur nos pratiques. On peut passer au projet. Alors, sur l'appli Jeunesse et Sport. Oui. Du coup, on va faire un petit mise en contexte rapide et on va parler surtout des problèmes, des impacts et les enseignements qu'on a pu en tirer. Alors, ce projet, ça date presque il y a 3 ans. On a été sollicité par la direction régionale des Jeunesse Sport pour créer un outil qui facilite les accidents et les incidents graves au sein des signalements d'accidents. Un signalement. Tu facilites les accidents. Oui, pardon, les signalements. Du coup, dans les colonies de vacances, dans les établissements sportifs. Et en fait, voilà, le projet s'est bien passé. Sauf qu'après, il n'y a pas eu de suite. Pourquoi ? En fait, on a eu un frein, en fait, par rapport au ministère, parce qu'effectivement, on les avait informés tout au long de la démarche, mais on avait surtout une discussion avec eux, avec leur service technique, et pas forcément avec des décideurs, des valideurs niveau ministère. Et en plus, on était un peu trop ambitieux sur l'échelle d'abord des tests du prototype, parce qu'on a voulu un peu tout mettre. Et voilà. Donc, le problème qu'on a rencontré, c'était surtout par rapport à l'hébergement, parce qu'on avait des données sensibles. Et en fait, à la fin des premiers tests de cet outil-là, le ministère, il n'a pas voulu nous suivre. Par rapport aux impacts, effectivement. Pas les bons interlocuteurs, ça, en fait, c'était l'idée de base, un peu comme pour l'incubateur, mais c'était avant l'incubateur, c'est un agent public donc qui fait un constat d'une problématique, à savoir que il y a une obligation réglementaire pour les colonies de vacances, les établissements sportifs, de signaler tout accident, événement, incident, voilà, que ça soit tous les incidents. Et puis, ils se rendaient compte qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup d'accidents qui se passaient, mais le formulaire papier, c'était très lourd. Ouais. Et finalement, ils avaient peut-être, 4-5 signalements tous les ans. Ils savaient que ça correspondait pas à ce qui se passait. Et donc, ils se sont dit, voilà, il y a une problématique et on souhaiterait avoir un outil qui permette donc ils pensaient déjà outils qui permettent de faciliter cette déclaration d'incidents. Donc c'était les bénéficiaires étaient principalement, c'est vrai, les services de l'État. Donc il a fallu aussi convaincre de l'intérêt. Et comme disait Sophia, la porteuse de projet, et nous c'était le premier projet, a voulu et traiter en même temps les colonies de vacances et les hébergements de jeunes, plus
fédérations sportives et y mettre aussi les signalements pour les agressions sexuelles. Et donc déjà il y avait plusieurs ministères, donc le ministère jeunesse, le ministère sport. Entre-temps, il y a eu la réforme de l'État OTE qui est arrivée, donc jeunesse et sport sont partis à l'éducation nationale, il y a eu une perte de sponsoring, il y avait beaucoup d'acteurs et en fait on n'a pas eu une formalisation claire du soutien du sponsor, des sponsors, et donc ça s'est étiolé au fil de... D'accord. Donc effectivement des impacts au niveau financier, parce qu'il y a eu des prestations qui se sont faites par rapport à autant agents investis, et puis par rapport aussi à il y a une certaine frustration et un impact sur la crédibilité aussi de la démarche qui a pu impacter après d'autres projets. Après, les enseignements qu'on en tire, et c'est ça les plus intéressants, c'est que ça nous a permis de saisir, voilà, au tout début d'un projet, en amont, il faut voir quand même les possibilités du projet, jusqu'à où on peut y arriver. Ça nous a permis de se dire, en fait, il faut impliquer l'ensemble des acteurs dès le début et il faut formaliser le soutien du sponsor d'une certaine manière et le tenir au courant tout au long de la démarche par rapport aux avancements qui se font, quoi. Projet suivant, envisager de futurs espaces de travail. Donc le cadre, c'était le déménagement du SGAR dans de nouveaux locaux. Ici, ouais, quand on est arrivé ici. Vas-y. Alors pour ce projet-là, du coup, il date aussi d'il y a 2 ans à peu près. Donc il s'intègre dans une première phase où vraiment nos collègues ici du SGAR devaient déménager d'un bâtiment qui était occupé depuis au moins une dizaine d'années dans les locaux de la préfecture. Donc pour ce faire, on a fait appel à un prestataire pour accompagner justement ce déménagement et avoir tout un recueil en fait des besoins et pour leur permettre d'intégrer au mieux ce déménagement-là, avec l'idée de passer d'un bureau individuel à des bureaux plus collectifs. Et donc là, les problèmes en fait qu'on a rencontrés, c'est que au final, on n'a rien vu de clairement sortir de ce projet-là, à part quelques expérimentations. Parce qu'il y a eu tout simplement aussi un problème de pédagogie similaire entre nous, l'équipe du lab, les décideurs ici en interne et le prestataire, avec surtout plusieurs donneurs d'ordre, avec des visions très différentes sur ce projet-là et sur les ambitions du projet. Et donc, avec un manque aussi de communication en interne par rapport à qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi et jusqu'à où on peut aller et quelles sont les possibilités aussi. C'est ça. Et dans ce déménagement-là, qui est pas si simple en fait pour les agents de sortir un peu de leur cadre et de leur univers qu'ils connaissaient bien, il y a eu un peu ou pas du tout en fait d'accompagnement justement au changement et ça s'est matérialisé par exemple par un prototype qui avait été fait en fait qui a été cassé par certains des agents et du coup là qui a un facteur fort de frustration des agents et que nous on n'a pas su maîtriser ou observer ou anticiper et qui est le résultat en fait pas du tout d'un accompagnement pour ces agents-là. Il faut dire qu'au tout début du projet, nous on n'était pas impliqués niveau lab. On est arrivé après parce qu'à ce moment-là on n'avait pas notre charge de travail ne nous permettait pas d'être en pilotage, donc en fait les donneurs d'ordre, on va dire, ont décidé de piloter eux-mêmes le projet et nous on a dû arriver un peu en cours de route quoi pour aider pour faciliter la suite du projet en soi et en fait on s'est retrouvé un peu dans une posture aussi des médiations entre les donneurs d'ordre, les agents et les prestataires
Parce que la commande aussi, je pense, elle a bougé aussi un petit peu au fil du temps. Et donc, du coup, au départ, c'était juste, entre guillemets, juste un déménagement. Et puis, en fait, après, il y a eu des réflexions sur comment on fait de manière plus participative, sauf que c'était déjà un peu trop tard. Enfin, voilà, l'évolution et des donneurs d'ordre et des consignes et des ambitions ont été super déstabilisantes pour tout le monde. Et du coup, les impacts qui en sont vraiment tirés en fait de ce projet, c'est que d'une part, il y a une relation un peu avec les prestataires qui a pu être dégradée, que ce soit avec nous, l'équipe du lab, ou aussi avec les décideurs ici au sein de la préfecture, une frustration forte des agents et une méfiance vis-à-vis du projet, mais d'autre part aussi vis-à-vis de la méthodologie du design et donc tout le travail qui est fait dans un laboratoire d'innovation pour justement acculturer sur les enjeux du design et de l'innovation au sens large. On sent vraiment avec nos collègues les plus proches une certaine méfiance qui a pu être exprimée et de se dire tout ce travail justement de recueil de besoins, de travail et de collectif a pu être difficilement compris par la suite vu la finalité du projet et qui a été aussi une perte du temps pour les agents et un impact aussi à long terme qu'on voit aujourd'hui. Suite à ce projet-là, il y a eu un autre projet en fait de se dire les agents devaient déménager au 2e et 3e étage, ce qui est le cas, et maintenant il y a un déménagement au 4e pour une partie de ces agents-là, et du coup il y a une méfiance vis-à-vis d'un nouveau travail collaboratif autour de ce recueil de besoins. Même une résistance quand même, Mais par contre, ça a quand même servi à essuyer entre guillemets les plâtres et après à repartir sur vraiment prendre à tourner tout ce qui avait pas fonctionné en levier participatif. Nous, Sophia qui est vraiment plus en pilotage de projet, impliquer les agents dès le début, essayer de ne pas multiplier les donneurs d'ordre, essayer d'avoir des messages, en tout cas faire de la pédagogie auprès des donneurs d'ordre pour avoir une communication tout au long du projet, donner les règles du jeu tout au long du projet et dès le départ. Et voilà, ça a été les prémices. On a pris en fait tout ce qui n'a pas marché et après on a converti ça en fait en point d'attention plus et on a réadapté en fait notre façon de faire pour le projet suivant par rapport à ces freins qu'on a pu rencontrer dans la première partie du projet, on va dire. Et du coup, par rapport aux enseignements, évidemment par rapport au cadrage du projet, à la marge des manœuvres possibles, parce que là, on a vu que les agents ils s'étaient mobilisés, il y avait beaucoup d'ateliers qui s'est fait et tout, mais ensuite il n'y a pas eu vraiment une mise en œuvre de tout ce qui a été conçu par les agents dans la réalité, dans l'espace, quoi. Après, voilà, un point fort d'attention sur la communication interne et hiérarchique, parce que c'est important aussi que ça soit aussi la hiérarchie qui pousse un peu aussi, qui accompagne les agents dans ce type de démarches. On s'est posé beaucoup de questions, nous, par rapport à notre rôle en tant que designer intégré. Quel est notre rôle en amont et pendant le projet, même si on travaille avec des prestataires externes. Et par exemple, pour cette deuxième partie du projet, nous, on a été toujours là, pas qu'en suivi, mais vraiment en accompagnement des agents comme du prestataire. Et ça a été un des projets qui nous a fait faire évoluer notre relation avec les prestataires et vers une sorte plus des collaborations. Et pas, on n'est plus dans le suivi des projets, nous, quand on travaille avec des prestataires externes, mais plutôt, voilà, on fait une collab et on travaille au même niveau avec les équipes des différents prestataires. Si vous avez des questions concernant les projets, surtout n'hésitez pas à intervenir. Dernier projet, comment faire participer les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance ?
nous partager votre expérience. Donc pour vous illustrer ce dernier projet, du coup dans le cadre de notre centre à l'appui de la participation citoyenne, on a accompagné 3 projets et dont ce projet-là qui avait pour but initialement de créer un dispositif d'écoute et de parole pour les jeunes sortant de l'ASE et pour exprimer leur vécu et leur expérience dans une démarche un peu aussi d'amélioration et de compréhension. Et donc, nous, notre intervention des équipes du lab est vraiment intervenue en cours du projet à une phase de prototype avec en amont un travail d'un prestataire qui avait été sélectionné par le département du Maine-et-Loire. Et du coup, ils ont eu tout un travail d'immersion, d'aller faire beaucoup d'entretiens auprès de 20 jeunes avec la création d'une forte équipe projet composée de 20 professionnels du monde de l'aide sociale en France. Ce qui était intéressant parce que les professionnels, ils étaient acculturés, ils étaient sensibilisés à tout ce qui est aller vers et à l'immersion, mais ça a supposé en fait une surmobilisation des équipes. Des acteurs. Et du coup, nous, on est intervenu en observation au moment des ateliers de co-création où seuls les professionnels étaient présents. Et après, c'était à notre tour de prendre le relais pour se dire tout ce qui sort de ces ateliers de co-création, ces idées, de nous les prototyper. Et là où on s'est rendu compte de la difficulté et les problèmes qu'on a rencontrés, c'est au niveau de ce passage de relais entre une équipe de design avec leur vision et avec nous aucun suivi et une difficulté de compréhension de ce qui avait été fait en amont. Et nous, notre méthodologie, de se dire de faire avec et pour l'ensemble des acteurs, et en particulier ici les jeunes sortant de l'ASE. Donc on a dû avoir tout un retravail, un re-questionnement des idées qui étaient sorties de ces ateliers de co-création. Et au final, on s'est rendu compte qu'on est arrivé sur un peu des solutions qui étaient au final la création de podcasts créés avec des jeunes pour permettre de raconter leur histoire. Et donc vis-à-vis de la problématique initiale, on arrive à plutôt une solution qui est assez hors sol ou qui a moins l'ambition de la problématique. Et part du fait, d'une part, d'une surmobilisation des acteurs au début du projet, et nous, on a eu du mal à réembarquer les acteurs dans la phase de prototypage et dans une nouvelle phase un peu de co-création. Et d'autre part aussi, une perte de confiance aussi et de lisibilité vis-à-vis des jeunes qui initialement ont été interviewés dans une première phase. Les 20 jeunes, on en ressort qu'avec 3-4 jeunes qui ont vraiment continué avec nous sur tout le projet. Oui, parce qu'en même temps, on va en immersion, les professionnels vont en immersion, on les pose des questions, et après, 3 semaines après, on revient vers eux en disant on va faire un podcast. Donc évidemment, c'était pas construit avec eux, il y a eu évidemment un décrochage de leur part. Et c'est normal parce qu'on arrive avec des choses qui n'ont pas construit eux-mêmes, quoi. C'est ça. Et donc à la fin, on a créé deux podcasts, donc qui répondaient vraiment, qui a permis à ces jeunes de raconter leur histoire. Mais on n'a pas de suite à ces podcasts-là parce qu'on a été confronté aussi à un problème de sponsoring et de soutien hiérarchique des partenaires et des acteurs du projet, où on a des podcasts en fait qui sont pas du tout communiqués depuis 1 an, et du coup il n'y a aucune lisibilité sur ce travail-là et sur le témoignage de ces 3 jeunes. Et du coup il y a une certaine notion de perte de confiance aussi vis-à-vis de l'équipe projet qui restait, mais aussi des jeunes, et une perte de temps, une perte financière et de temps aussi pour les agents et pour les jeunes. En sachant qu'un des enjeux du projet, c'était justement de renforcer un peu le lien des jeunes avec les administrations aussi. Donc là, on a travaillé avec eux, on a produit des choses, 2 podcasts qui sont trop bien, mais franchement, c'est pas... Mais parce que c'était super intéressant d'entendre leur expérience, quoi. Et en fait, là, il n'y a pas de suite, il n'y a rien qui s'est fait. Donc, évidemment, ce lien qu'on devait renforcer, je pense que c'est volatilisé un peu. Et après, ce qui a aussi
freiner sur ça et sur la valorisation de ce travail, c'est le fait que niveau lab, on n'a pas d'outils de communication. Oui, on n'a pas d'outils de communication, on n'est pas autorisé à avoir un LinkedIn ni une page internet. Et donc voilà, après c'est pas le Graal non plus, mais c'est vrai que ça aurait pu permettre, sans attendre le conseil départemental de Maine-et-Loire, d'avoir de valoriser et puis autrement quoi. Mais on n'a pas lâché l'affaire sur ça. Non, ça arrivera. Ça finira pas. Ça arrive. Mais ouais, c'est vrai qu'on n'est pas autonome niveau communication, donc ça rend ça un peu plus compliqué. Après, ouais. On a parlé de la mise en place opérationnelle des projets. Sur le passage à l'échelle et le droit de suite pour les projets, si vous avez quelques exemples pour illustrer. On se rend compte aussi parfois où, par exemple, on accompagne des projets vraiment de A à Z en interne, que ce soit sur des projets d'espace ou de l'appui aussi ponctuel, par exemple, sur l'accompagnement d'un collège autour de formation, de la co-création de formation pour les parents et vis-à-vis de l'électronisme. Donc là, nous, on a une certaine difficulté et sans doute qu'on fait des erreurs, c'est qu'on accompagne ces porteurs de projets dans la mise en place de ces idées. Mais là, dès que le projet s'arrête, on n'a aucune visibilité sur la suite de qu'est-ce qui se passe et quelle est réellement la mise en œuvre de ce qui est mis en place. Et du coup, il y a une certaine difficulté pour nous de comprendre, est-ce que le projet marche? Est-ce qu'il a du sens? Est-ce qu'il a échoué? On n'a pas du tout de visibilité malgré de nombreuses relances. Et donc là, nous, les enseignements qu'on a, et qui sont en cours et qu'on doit toujours travailler, c'est sur cette notion d'engagement dès le cadrage, des parties prenantes et des porteurs de projets, sur un peu ce droit de suite et de visibilité pour vraiment accompagner jusqu'au bout et jusque même après la phase de prototypage les porteurs de projet et la mise en place d'un projet et le suivi vraiment plus des démarches mises en place. C'est ça, en fait. Et en général, en fait, les grands enseignements de toutes nos expériences qu'on a, en général, ça tourne autour beaucoup du cadrage. Nous, ça nous a fait, tout ce qui est le cadrage, ça nous a poussé à faire le jeu que peut-être vous connaissez, qu'on avait créé comme outil de médiation pour cadrer un projet au tout début quand on est sollicité. On a mis en place une fiche de sollicitation. Par exemple, pour le Central Lab et la participation citoyenne, on a formalisé d'une certaine manière les engagements des différentes parties, tant nous comme accompagnants, comme des pilotes de projets et des sponsors. On se pose beaucoup de questions sur la sélection, les prérequis des projets, et en fait, on se rend compte que l'image du lab et l'image de la méthodologie et l'image de notre accompagnement, il est très volatile. C'est-à-dire, si on a une mauvaise expérience, ça crée une certaine méfiance par rapport à l'expérimentation, à la méthodologie, aux équipes, et que c'est assez rapide, quoi. Dès qu'il y a quelque chose qui marche pas, on met tout comme si c'était de la méthodologie. Et en fait, c'est pour ça qu'on parlait au tout début de l'importance aussi de documenter, évaluer ce qui marche pas, non, aussi, parce que là, on se rend compte qu'il y a des petits briques des projets qui marchent pas, mais c'est pas pourtant que le projet c'est un échec, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour votre partage. On vous propose 15 minutes de débat. N'hésitez surtout pas, et de questions. N'hésitez pas si vous avez des projets, des anecdotes. Voilà. Ouais. Et on va prendre des notes de façon interactive sur Miro en même temps. Peut-être que vous avez déjà rencontré, par exemple, sur la phase de cadrage. Alors, il y en a qui n'ont pas pris les bons micros, qui n'ont pas parlé. N'hésitez pas à ouvrir les micros. Il y a Jeanne qui a pris des notes sur Miro.
vous avez peut-être vous-même eu des projets, soit directement vous, vos équipes ou des collègues de structures qui ont connu ces types de phases-là. Peut-être si vous voulez, voilà, si vous avez des retours d'expérience et les façons dont... Parce que chez vous, les enseignements que vous avez pu en tirer... Ah, ça y est. Je vais vous lire à l'oral donc le commentaire d'Élise et Clara du TILAB qui nous disent « Côté TILAB, 3 réactions. On parlait tout à l'heure du fait que les processus itératifs sont dans l'ADN des labos et de l'acceptabilité de l'erreur dans les administrations. Souvent, le lab est l'espace protégé dans lequel les services peuvent justement s'autoriser les erreurs en protégeant à la fois le service et l'administration également. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un test et on apprendra de toute façon quelque chose. » Et on a aussi la notion des coûts irrécupérables qu'on peut rencontrer dans les projets expérimentaux. Pour essayer d'éviter cet effet, on peut s'appuyer sur une clarification initiale de la démarche, sur des points, on arrête ou on continue, qui sont planifiés à différentes étapes du projet, et en fonction aussi d'une échelle de maturité des projets d'innovation. On a aussi l'évaluation embarquée sur des critères identifiés dès le début. N'hésitez pas à me couper si vous avez des... pour rebondir. Et c'est intéressant de travailler sur l'effet parenthèse enchantée, qui peut être assez décevant pour les parties prenantes quand un projet apporte une contribution à la coopération entre acteurs, par exemple, et qu'une fois le lab parti, le soufflet retombe. Oui, totalement, ouais. C'est vrai que ce côté suivi de projet et accompagnement avant projet, pendant projet et le après projet est intéressant. C'est vrai que dans les projets qu'on mène, on essaie souvent de faire de l'évaluation post-projet. On n'a pas toujours fait, mais quand on peut, on le fait 6 mois, 1 an plus tard, et ça permet aussi justement de maintenir la parenthèse ouverte et de montrer aux acteurs que c'est pas parce que le projet est fini qu'il peut pas être amélioré, modifié. Ouais. Et justement, en fait, c'est pour ça aussi que c'est très important de bien embarquer des équipes motivées et volontaires, parce qu'après, sur certains projets, on voit que même sans avoir fini le projet, mais ça a créé une dynamique, et en fait, le projet commence à vivre tout seul. C'est les équipes qui commencent à prendre des initiatives, à faire des choses qui rentrent pas forcément dans le projet, mais ça crée des impacts à long terme. N'hésitez pas à prendre la parole, à ouvrir le micro. Peut-être que c'est moins chiant qu'écrire sur le chat. C'est que la plupart n'ont pas choisi le bon onglet. Il fallait choisir en ouvrant microphone et pas son seul, parce que les micros sont pas les bons. On a le commentaire de Gabriel Tolafil du SIC 44 qui nous dit que ce serait utile aussi, tant pour nous, donc les Tallinn, j'imagine, que pour les porteurs de projets, les services susceptibles de les accompagner, de clarifier de qui peut faire quoi, donc la comitologie, les acteurs, entre les incubateurs locaux, régionaux et le lab national du MI. L'exemple du projet relatif aux enquêtes publiques porté par la préfecture 44 illustre bien. Oui, c'est un projet justement qu'on a pris des enseignements du premier projet qu'on a présenté sur l'appli Jeunesse et Sport. C'est exactement ça. Là, on a des points d'attention sur ce projet-là. C'est des enseignements qu'on a tirés du premier projet. Ouais. Puis on évolue aussi en continu, parce que comme tu dis, Gabriel, en effet, suite à l'expérience malheureuse de l'appli Jeunesse et Sport, on s'est dit, là, il y a un enjeu d'embarquer, l'hébergement, etc. Donc faisons aussi une réunion, une petite équipe projet pour voir ce qui est possible, pas possible. Et après, il y a des acteurs comme le Lab MI qu'on connaît pas forcément, et nous aussi on découvre tout au long on connaissait le Minov, il y a tout un tas d'acteurs de l'innovation et en matière d'accompagnement, et donc ça permet, et justement par les réseaux qu'on peut avoir les uns et les autres, de laisser la parenthèse enchantée ouverte, et justement de créer des ponts jusqu'à, on espère, un accompagnement final pour cette belle solution. Exactly. D'autres projets, moi j'ai du mal à croire que vous n'avez pas fait d'erreur dans vos projets, donc n'hésitez pas à les partager. Après, Sylvie quand on écrire.
ce qui est important aussi, c'est du coup de sensibiliser, tout ce qui est pédagogie, on l'a dit, avec les porteurs de projets, mais aussi beaucoup avec les décideurs, quoi, les sponsors, la hiérarchie, pour leur dire que déjà d'une part, c'est pas parce que on a une problématique de départ que on le voit avec l'incubateur, même si toutes les solutions aboutissent, mais voilà, c'est pas parce qu'il y a une problématique de départ, une première idée, que cette idée va forcément aboutir comme elle a été pensée au départ, qu'il y a plein d'itérations, et qu'en plus, forcément, peut-être que la solution finale va pas répondre au problème, et voilà, tout est important pour le soutien hiérarchique, de savoir que, ok, mon agent, il se mobilise sur ça, il a le droit, il va pas faire ses tâches comme il les aurait fait à 100%, mais il a le droit, ça fait partie en fait d'un process d'expérimentation, et il pourra apprendre, il pourra faire bénéficier tous ses collègues aussi d'une nouvelle méthodologie, etc. Enfin, c'est vraiment la pédagogie et le temps que ça prend aussi. Je pense que des fois, on nous dit beaucoup, ça prend beaucoup de temps au tout début, les cadrages ou l'analyse des projets, etc. Mais pourtant, c'est les phases les plus importantes parce que on voit bien l'intérêt de passer du temps à cadrer, à que ça soit clair, etc. Donc, ça va impacter tout le long du projet, quoi. Sylvie Chocroun nous fait part d'un commentaire. Quand le commanditaire du projet n'a pas pris l'ampleur de ce que la démarche design va bousculer dans l'institution, on a l'exemple aussi de l'intelligence collective où la parole elle est plus horizontale et le projet il peut montrer des dysfonctionnements internes. Si l'acceptation de se confronter et régler les problèmes remontés n'est pas là après cette démarche design, ça pose question et cela crée de la frustration et plus de dégâts au final durant le projet. Totalement. Là, par exemple, on est en train de cadrer les projets qu'on va accompagner en matière de participation citoyenne et du coup, on parle beaucoup des freins à la participation, des freins à la mise en œuvre de la méthodologie aussi. On essaie d'anticiper tout ça voilà, après des freins aussi à la mise en œuvre des résultats, tout simplement. Mais effectivement, on essaie de poser la question, en fait, si on fait justement des discussions plus horizontales où tout le monde peut prendre la parole, est-ce qu'il y a un frein là? Est-ce que si on sort justement, si la problématique évolue, qu'est-ce qui se passe? Si on a des résultats qu'on n'attend pas du tout, qu'il faut... On peut pas prévoir les freins qu'on va rencontrer, mais pour les pilotes des projets, il faut que ça soit clair que ça va bouger, quoi. Ça va évoluer. Et que c'est ça aussi l'intérêt de ces démarches-là, que ça vient bousculer un peu tout. Gaël Lamé qui est en train d'écrire. En tout cas, on peut vous partager après le lien Miro. Si jamais vous voulez jeter un œil. Ou remplir des choses aussi, vous pouvez contribuer avec vos erreurs. Tu te remets de la musique. Ouais, c'est ça, la musique d'ascenseur. Ton micro, Gaël. En tout cas, c'était important pour nous. Nous, on a pris un petit moment la semaine dernière pour préparer tout ça, et c'était très intéressant pour nous de réfléchir à tout ça et voir être très clair sur les impacts que ça a supposé et les enseignements qu'on a pu en tirer. Je trouve que c'est un bon exercice à faire. Pour nous, c'était vraiment intéressant. On est un peu philosophique ces dernières semaines. On fait beaucoup de choses comme ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant et c'est important de présenter ça parce qu'effectivement, on parle beaucoup des droits à l'erreur, mais tant qu'on ne normalise pas les erreurs en soi,
on a beau à dire ça et à avoir ces discours-là, en fait, ça va avoir aucun changement dans nos structures, quoi. Elle écrit toujours. Et on parlait du temps à dédier qui passe souvent à la trappe, malheureusement, pour le fait de valoriser les erreurs. C'est presque un temps en fait à prendre en compte dès les premières phases du projet, se dédier à un moment. Oui, effectivement. Et plus on évalue et on documente nos erreurs, plus de recul on va avoir aussi après pour les futurs projets, quoi. On le voit bien quand nous on réadapte notre façon de faire et nos pratiques, en fait, notre façon de fonctionner par rapport aux différentes erreurs qu'on a eues, et des fois ça nous permet d'aller plus vite sur certains trucs et éviter certaines situations qui peuvent être désagréables. Le commentaire de Gaël Lamet de la DDT 72 qui nous dit que j'ai participé à un projet sur la veille territoriale. L'objectif était de partager les projets des collectivités. L'outil a été une réussite technique. Le partage était réalisé. Les structures, par contre, ne partageaient pas les projets. Cela a permis de montrer que le problème de communication ne pouvait pas se régler par un outil. Ça, c'est sûr. C'est clair, ouais. Il y a de l'humain derrière les outils. Effectivement, on a souvent tendance à voir l'outil comme une fin en soi, alors que, comme tu dis, Aurélie, c'est l'humain sans s'en emparer. Voilà. C'est ça. C'est la touche entrée, ça marche tout seul. C'est comme Miro. Miro, c'est très bien comme outil, mais c'est pas une solution magique. Il faut l'animer, il faut, comme tu dis, Gaël, il faut communiquer là-dessus. Ouais, c'est clair. Elise et Clara du TILAB qui nous disent: est-ce que vous avez une trame de réflexion sur les erreurs, bilan de vos démarches à Étaline? C'est comme on disait, on est très réflexif en ce moment, on est très philosophique. Et non, justement, vendredi, on a fait une journée de travail là, plutôt design, et on a réfléchi à pas mal de choses. Et justement, on est en train de construire une trame d'évaluation de nos projets et qui s'adapte vraiment à nous. Et du coup, effectivement, il y a une partie sur l'erreur qu'il faut qu'on arrive à faire apparaître. C'est pas encore fini, mais si ça vous intéresse, peut-être qu'on aura fini un peu cette trame d'évaluation, on pourra refaire un café de lino pour présenter ça et échanger aussi de comment chacun évalue et on fait des bilans sur nos projets. Ça peut être intéressant, ouais. Okay. Ouais, on aime bien les trames. Même réflexion que des TILAB. Mais ouais, c'est pas simple en fait. En plus, on a différents objectifs. On essaie de mettre des critères et des indicateurs qui représentent un peu nos démarches et qui nous permettent de les évaluer. Mais on peut pas que ça rentre trop dans le quantitatif et qu'on ait des données un peu sensibles, un peu qualitatives qui apparaissent. Du coup, c'est une vraie réflexion. C'est un enjeu. Ouais. Ça nous prend la tête. Mais vendredi, on est sorti d'ici, on était dead. Claqué au sol, bille. C'est clair. Non, mais c'est super intéressant en fait de réfléchir à tout ça. Mais ouais, on pourra s'organiser notre. Mais la prochaine fois, vous prenez les micros quand même, parce que. Non, mais on pourra organiser un échange par rapport à l'évaluation des projets. Zut, on a dû faire... Elise, t'es pas timide, toi. Super. Ouais. Je sais pas si, Jeanne, tu peux partager le lien du Miro. Oui, sure. Ouais. On les partagera. Et pour dessin public, on va exporter le Miro. Je vous mettrai ça aussi dans le Teams. Et le reste, n'hésitez pas
Si vous voulez avoir le PDF, n'hésitez pas à faire un mail à Taline, on vous enverra ça aussi avec mon plaisir. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'écrire. Allez. Je Je me sens comme quand je parle par message avec ma mère. On attend tout le temps des messages qui arrivent. Ah, ok. Bon, bah, Gabriel, pas de souci. Pas de rien. Et Un retour de François de la DRAF, qui dit qu'il est intéressé aussi par une séquence sur l'évaluation de projet. C'est un sujet qui concerne aussi. Okay. Cool. Bah, n'hésitez pas à proposer d'autres temps d'échange sur le sujet du droit à l'erreur si vous voulez faire la même chose. Ça serait intéressant que chacun partage un peu ses projets avec des erreurs. Mais ça peut être vraiment chouette si on arrive à faire plusieurs séances sur ça. C'est des moments qui peuvent s'ouvrir aux agents aussi de vos services, donc n'hésitez pas à partager, c'est ouvert à tout ça. On pourrait avoir quand même la même base du numéro et continuer à l'enrichir. Dernière question de Gabriel. Comment choisissez-vous votre méthodologie de projet, d'autant plus que vous travaillez dans des univers complexes et différents? C'est qu'ils sont trop forts. Bah voilà, c'est ça en fait. C'est ça, il n'y a pas de... Non, bah, c'est pour ça que la phase des cadrages, elle est tellement importante, quoi, parce que c'est là où on va venir re-questionner les besoins, la problématique et les enjeux du projet. Et c'est ça ce qui va nous permettre de vraiment répondre avec une méthodologie qui s'adapte aux besoins, quoi. Donc, on est un peu chiant et on dit qu'il faut passer du temps sur cette phase-là et qu'il faut être ouvert à qu'on pose beaucoup de questions, mais c'est pour avoir quelque chose qui s'adapte vraiment, quoi. On a Sylvie qui nous parle de l'importance des pivots dans les projets, qui montre pourquoi le projet est modifié et comment. Et c'est pas forcément des erreurs, mais ça montre aussi les écueils à éviter en amont. Et Gabriel, êtes-vous drivé par l'échelon national sur la méthodo ou avez-vous la liberté de choisir au niveau local? Nous, ici, on est libre. Hein, Gabriel, tu sais bien qu'ici, on travaille comme on veut. Non, mais on a la liberté de faire comme on veut. Et c'est pour ça aussi que c'est là aussi l'importance d'avoir des réseaux d'acteurs et des professionnels, quoi. Là, aujourd'hui, il y a pas mal de personnes du réseau dessin public et c'est un réseau des designers intégrés dans les collectivités dont nous, on fait partie. On fait beaucoup de réseaux avec la DICTP et les autres labs qui sont là aussi aujourd'hui. On a d'autres réseaux professionnels et du coup, en fait, le fait d'échanger avec d'autres personnes qui mettent en place des projets innovants, ça nous permet d'avoir une ouverture aussi sur les champs des possibles, sur comment on peut faire des projets, prendre des idées à droite à gauche et voir ce qui s'est fait ailleurs, quoi. On reste jamais dans le local, en vrai, on est vraiment dans des échanges nationaux. Puis n'oublions pas que l'expertise, ils l'ont, Gabriel, ils ont quand même des compétences, ils ont eu des diplômes dedans, donc quelque part, on les a, les experts. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher non plus en national. C'est un peu comme moi pour ma partie facilitation. On a une formation et après, on s'adapte selon les besoins, en fait. Et selon ce qu'on sait utiliser aussi. Et les réseaux, c'est hyper important. D'accord. Oui, ça. Mais c'est pour ça qu'on a l'innovation. On crée un cadre pour justement pour avoir cette liberté et pour proposer des choses qui rentrent pas dans la logique du ministère de l'Intérieur. Voilà. C'est là l'importance des labos. S'il n'y a pas plus de retours, on va essayer de conclure ici pour tenir le timing. On s'était dit jusqu'à 10h. Donc en conclusion, on a bien compris que le droit à l'erreur, il est incontournable et essentiel pour expérimenter, pour avoir une marge de manœuvre. Et tout l'intérêt de documenter et d'évaluer pour valoriser. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On propose un autre café de Lino le 28 mars qui sera dédié au robot RPA, donc l'automatisation des process. Ce sera de 14h à 15h, donc sur l'automatisation des process dans l'administration. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup.
Merci vous tout souhaite le une monde. bonne journée. Bonne Merci à vous. journée. Salut les Lab. Salut Greg. Innovateur. Salut Greg. Fallait qu'il se montre, hein. Au revoir. Salut.